Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des bénévoles. Donc avec nous aujourd'hui, donc moi-même Raptors pour présenter. Euh, Comme intervenant aujourd'hui, nous avons Coach Kira que vous avez à l'écran Bonjour à tous. et Mike. Salut tout le monde. Voilà, donc on va essayer de vous faire un petit épisode assez rapide, on va dire, mais qui va couvrir l'actualité pendant ces vacances. Donc on va parler en premier, on va vous faire un petit recap des JO. Donc on va principalement parler de l'équipe de France, USA, Espagne, plus quelques autres équipes rapidement. On vous parlera bien sûr des féminines. Et on essaiera de voir rapidement comment on peut améliorer le tournoi, vu qu'on parlera des Espagnols forcément. Et dans la deuxième partie, on essaiera de faire un recap de la Free Agency, essayer de voir équipe par équipe les arrivées, les départs des joueurs, puis voir un peu qui a fait le meilleur été. Donc bien entendu, on parlera entre autres des Lakers. Voilà, donc on va commencer avec les JO. Donc les JO remportés par les États-Unis avec des doutes, on va dire, sur les Espagnols pendant les poules. Donc on va peut-être commencer par ça direct à la gueule, vu qu'on va peut-être commencer par les poules, si ça vous va. Alors je sais pas si l'un de vous a les classements, s'il peut donner les classements des poules, puis donner un petit peu une petite analyse de cette première phase. Alors je sais pas, coach, si tu as le classement sous les yeux, parce que moi je l'ai pas du tout. Alors le classement là, donc je l'ai, donc le groupe A, donc ça avait fait États-Unis en premier, donc les États-Unis qui avaient été impériaux pendant le premier tour, suivi de la France, donc l'Argentine qui avait fait troisième, la Lituanie quatrième in extremis, et puis les deux Africains cinquième, sixième éliminés, Nigeria et Tunisie. Pardon, et puis donc le groupe B, la Russie, le Brésil, l'Espagne, l'Australie, les Anglais et les Chinois derniers. Donc match de poule. Donc logique. Voilà, résultat globalement logique. Dans le groupe A, voilà, avec donc les États-Unis qui étaient attendus à la première place, qui ont fait un parcours globalement impérial avec notamment un match formidable face au Nigeria où ils ont absolument battu tous les records au niveau du scoring. Enfin, Carmelo Anthony en folie à 3 points, c'était un match vraiment impressionnant à voir. Ah, il était à 10 sur 12 à 3 points. 10 sur 12 et 30, combien 37 points en 14 minutes. Hein, mais Ouais, Carmelo 30. Anthony, vraiment, qui avait été énorme, et tous les autres joueurs derrière qui ont assuré. Enfin, c'était vraiment une démonstration offensive, vraiment, je pense, la plus grosse de l'histoire des JO. Donc la France, qui avait commencé contre les États-Unis, qui avait été voilà, alors, logiquement dominée, puis après ça, qui avait battu l'Argentine et la Lituanie. Pour le groupe A. Dans le groupe B, alors là c'est justement la controverse avec la surprise donc de la Russie, dont la Russie qui était attendue quand même dans les top teams du tournoi, mais qui avait battu l'Espagne pour s'offrir la première place du groupe. Et puis après ça, donc on avait le match, voilà la controverse entre Brésil et Espagne avec donc le duel pour éviter les États-Unis. Perdu par les Espagnols avec un dernier carton calamiteux. Ouais, donc effectivement, donc première question à la rigueur je vais pouvoir vous poser tous les deux. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Espagne a fait exprès de perdre, en sachant qu'il me semble qu'ils avaient bien dominé les trois premiers cartons, ils avaient une petite avance de plus 8 ou plus 10 de mémoire, alors je sais plus du tout. Et Alors, quatrième carton calamiteux comme tu viens de dire. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment fait exprès de perdre, et est-ce que vous pensez qu'ils ont bien fait de perdre? Au final, a priori oui, vu qu'ils sont allés en finale. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est loyal de faire ça, sachant que d'autres alors équipes l'ont déjà fait? on va répondre point par point. Est-ce que c'est loyal? Le basket, c'est un sport comme un autre et c'est stratégique avant tout. Et l'Espagne, dans leur intérêt c'était de finir deuxième de ces JO juste derrière les États-Unis, c'est ce qu'ils avaient prévu de toute façon que tout le peuple espagnol avait prévu. D'ailleurs, ils avaient voté sur le site d'ESPN. Ils voulaient perdre ce match, donc le peuple espagnol voulait perdre ce match contre le Brésil à 67%. Donc ça reflète bien l'envie des Espagnols à ce moment-là. Mais les Français, je pense qu'il y a un peu de frustration quand on était à chaud. Ouais, les Espagnols ont fait exprès, c'est pas la première fois exactement, c'est pas la première fois, mais je pense que si la France aurait été dans cette position, on aurait fait exactement la même chose. Parce qu'affronter les États-Unis en demi-finale, ça veut dire maximum une médaille de bronze, ou alors et donc au deuxième point, est-ce que c'est logique? Oui, même si c'est pas dans la coutume olympique de faire ça, dans les valeurs de l'olympisme de faire ça. On a vu, on a vu d'autres choses dans les sports olympiques. Bon, le badminton a été sanctionné, mais là c'est plus compliqué. C'est l'Espagne, c'est une nation forte du basket.
C'est un sport d'équipe, c'est toujours difficile de pénaliser ça. Ouais, C'est beaucoup plus dur. Ouais. Pour ceux qui ont le badminton, c'était vraiment du grand n'importe quoi. On aurait dit un match d'enfants en maternelle, quoi, alors que ce sont censés les meilleurs joueurs du monde. Basket, voilà, l'Espagne a quand même joué un match à peu près correct. Le Brésil a fait une grosse fin de match. Je veux dire, le Brésil aurait pu faire la même chose, perdre, essayer de jouer les Français, ils auraient peut-être eu un avantage avec leur secteur intérieur dominant, avec Néné, Varejao, Peter et compagnie. Bon, maintenant, ça s'est passé comme ça. Faut pas oublier qu'en 2004 aussi, l'Espagne, qui avait été excellente au premier tour, invaincue, était tombée sur la médiocre équipe des États-Unis qui avait perdu contre les Lituaniens et Porto Rico et qui s'était qualifié in extremis pour les quarts. Et en quart de finale, voilà, l'équipe de Duncan et Everson avait sorti à ce moment-là les Espagnols. Donc à ce niveau-là, je veux dire au niveau des défaites stratégiques, voilà, c'est quelque chose qui est problématique, c'est sûr. Maintenant, c'est un problème qui est vraiment très difficile à régler. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu, ça existe depuis la nuit des temps, ces arrangements. C'est même pas des arrangements, c'est faire exprès de perdre ce match, parce que pour moi, ils ont vraiment fait exprès de perdre ce match. Le dernier quart-temps contre le Brésil, on a vu qu'ils étaient stratosphériques contre la France au dernier quart-temps, contre la Russie. Ils leur mettent je sais plus combien de points dans le dernier quart-temps, donc ils ont des genres d'expérience, le dernier quart-temps, ils connaissent, ils le gèrent à merveille à chaque fois. Et donc contre le Brésil, là, ils sont fait vraiment exprès de perdre. Mais pour arranger la situation, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est tant que le tournoi sera basé sur un système de poules et ça a été toujours fait comme ça. Donc pour changer, faut une révolution. C'est même plus une révolution, c'est impossible de changer ça pour moi. Exactement, ouais, parce que le système de poule, je veux dire, il marche comme ça dans tous les sports. 12 équipes, je pense que c'est le bon nombre, on peut pas vraiment avoir plus d'équipes. Après ça, faire un tirage au sort en des équipes qualifiées, c'est pas logique non plus, je veux dire. L'équipe qui finit première de la poule doit être logiquement récompensée en affrontant l'équipe la plus faible de l'autre. Une solution, c'est peut-être de jouer les matchs en même temps, dans plusieurs salles différentes, pour éviter justement qu'il y ait des collusions. Mais même comme ça, voilà, je sais pas si le problème pourrait être résolu, quoi. C'est quelque chose qui est assez délicat, quoi. Et ça, on le voit, enfin là, on l'a vu au basket, mais ça peut arriver au hand, également dans tous les sports de poule, ça peut arriver en Coupe du Monde de football, tout simplement, hein, avec perdre le dernier match de poule, il y a 3 matchs de poule, et on est dans la même configuration. Après, ça peut arriver dans tous les sports co. Handball aussi, ça pouvait arriver. On peut faire plein d'analyses là-dessus et on en reviendra toujours au même point de départ, comme quoi c'est pas interchangeable. Effectivement, donc effectivement, ça arrive dans tous les sports. Et là, ce qui a peut-être relancé la polémique, c'est le côté badminton, comme vous avez parlé avant, sur le fait que c'était les Chinoises, il me semble, se sont fait éliminer parce qu'elles n'avaient pas joué les matchs. Puis le côté où on retrouvait un France-Espagne en plus du coup en quart de finale. Ouais, c'est tout ça, je pense, qui a enflé la rumeur, on va dire, enfin la rumeur, la polémique sur cette phase de poule. Mais c'est sûr qu'il y a déjà la frustration de jouer l'Espagne. En plus, on a une adversité assez particulière avec l'Espagne. C'est un peu notre bête noire. Enfin, j'appelle pas vraiment ça une bête noire parce qu'ils ont une équipe magnifique de A à Z. On est un peu chauvin sur cette affaire, même si c'est vrai que c'est frustrant dans un premier temps, mais dans un second temps, c'est une stratégie rondement bien menée, excusez-moi. Et pour moi, limite, ils ont eu raison de faire ça. Mais et puis bon, si on regarde la physionomie du match du quart entre la France et l'Espagne, la France a quand même fourni une très belle prestation pendant 3 quarts temps où on a plus ou moins dominé l'Espagne. Et dans le dernier quart, d'un certain côté, les Français peuvent également s'en prendre qu'à eux-mêmes, quoi, parce qu'il y a eu vraiment du déchet, des paniers, plus aucune adresse, des balles perdues. Et la France, je veux dire, a été battue par l'Espagne, mais elle s'est un peu battue elle-même également dans les derniers moments du match. Hein. Ouais, exactement. C'est un peu la faiblesse de la mentalité à la française de remettre ça sur les Espagnols, alors qu'on avait vraiment les clés pour gagner ce match. Hein. Je sais plus combien on marque de points, mais on en marque 7 avec un buzzer de Djellabal, c'est ça? Donc 4 points. Il me semble, le dernier quart, ouais. Ouais, 4 points dans le jeu. On a des shoots ouverts par Tony Parker. Il y a des shoots qui sont ouverts, qui sont refusés. Enfin, au bout d'un moment, faut se remettre en question d'abord sur le jeu et après parler de l'Espagne. Pour moi, c'est une mini polémique qui doit même pas avoir lieu tellement on s'est foutu une balle dans le pied dans ce match-là. Voilà, et puis sinon juste pour revenir sur l'équipe de France, on a vu quand même une équipe de France qui a fourni un tournoi qui est quand même assez intéressant. Après au niveau des joueurs, voilà, au niveau de la compétition de l'équipe, c'est sûr qu'on n'était pas un peu court, on avait Causeur qui servait
qui faisait pour la décoration. Diawara qui a été très peu utilisé. Je trouve que Kevin Séraphin a été sous-utilisé à l'intérieur. Très décevant quand même, hein. Il était là. Hein. Je l'ai trouvé assez décevant, moi, Kevin Séraphin qui dominait quand même. Moi je trouve qu'il a fait quelques bonnes rentrées. Moi j'aurais donné plus de temps de jeu qu'à Ronny par exemple. Je suis d'accord. Parce que Ronny, il y a une frustration sur ses lancers francs à chaque fois, c'est incroyable. Je sais pas, il en a mis 3 tournois sur 20 ou quelque chose comme ça. Enfin, il a sans doute mis un peu plus, mais c'était assez frustrant quand même. C'est Tony Parker qui au final a fait un tournoi quand même pas si mauvais que ça. Je veux dire, il a commencé doucement et puis il a quand même bien fini. Et le meilleur joueur français du tournoi, Nicolas Batum, je pense que là, c'était incontestable. Bah, il a été un peu allumé par le journal de l'Oregon, donc par rapport à son équipe de Portland, donc l'Oregon, on aurait deviné. Il a été un peu allumé, je crois que c'était au premier match. Bon, j'étais en vacances, j'ai pas suivi, mais j'ai eu des tweets. Et donc il a bien répondu présent au second match. Et je me posais la question, justement, un peu seul à ce moment-là. Est-ce que l'adversité, le fait d'allumer Nicolas Batum, le rendrait pas un peu plus fort? Ah bah en tout cas, on l'a vu vraiment en une mentalité que j'avais pas vu avant. En NBA, il a été vraiment conquérant et tout. On l'a vu face à l'Espagne, je veux dire, son geste de frustration face à Navarro en fin de match. Voilà, je veux dire, je m'attendais pas à ça de Batum. Hein. Effectivement. Et pour revenir sur Tony Parker, vous disiez que l'équipe de France s'était loupée toute seule, on va dire, en demi-finale. Je crois qu'il a déclaré juste avant la fin du match que cette défaite, elle était pour lui, qu'il avait raté effectivement les shoots décisifs en quatrième quart. Donc effectivement, est-ce que c'est pas un problème de mentalité française, on tombait contre les Espagnols? Effectivement, on peut se poser la question. On va peut-être passer à la finale à la rigueur. Au niveau des JO, on va dire masculin. Donc finale Espagne-États-Unis. Gagné par les États-Unis, mais pas si facilement que ça. Alors on a eu un problème de connexion. Pour eux, ça devrait être bon. Donc j'en profite pour nous excuser au niveau des petits lags qu'on peut avoir. Donc je disais oui, finale États-Unis-Espagne. Gagné par les États-Unis, mais pas aussi facilement qu'on aurait pu le croire, ou que tout le monde s'attendait du moins. Ouais, mais ils ont dirigé le match de bout en bout, donc je pense pas que les Américains ont eu peur à un moment du match. Ils ont toujours su gérer le match. Après, c'est vrai que l'Espagne tient toujours tête aux États-Unis, même si on aurait pu penser que les États-Unis allaient écraser les Espagnols parce qu'ils les avaient quand même dominés de plus de 25 points, il me semble, en test match à Barcelone. En pré-saison, exactement. Ouais. Donc chez eux, je pensais qu'il y aurait un peu plus de comment dire, de scoring, d'écart de la part des États-Unis. Mais ils ont voulu préserver Anthony Davis, donc c'est la raison pour laquelle il y avait un peu conséquent. Ouais, et puis on a vu gros match de Gasol, les frères Gasol l'intérieur quand même, et puis Ibaka, donc les inférieurs espagnols ont quand même dominé leurs homologues américains. Mais voilà, globalement, de toute façon, les États-Unis étaient là pour ça. Et puis on a vu surtout un LeBron James stratosphérique qui mérite son titre de MVP du tournoi. Qui a porté les États-Unis pendant la plupart des matchs, surtout dans les money time, des quelques matchs où ils ont été contestés, donc notamment face à la Lituanie, qui est un petit peu la bête noire des États-Unis. Et donc voilà, LeBron James stratosphérique, Kevin Durant, bien sûr, qui je crois qui a marqué le plus grand nombre de points de l'histoire pour un joueur américain au JO dans une Olympiade. Donc voilà, les stars étaient bien au rendez-vous. Voilà, puis Anthony Davis, qui a fait quelques apparitions, notamment une fois, je crois qu'il avait eu une petite mésaventure où il avait oublié de mettre son maillot. Exactement. Il n'avait pas pu rentrer en première mi-temps. C'était quel match? C'était contre la Tunisie, non? Ou le Nigeria? Ça devait pas être la Tunisie, parce que la Tunisie, c'est là qu'il a fait son plus gros match, il me semble, avec tous les alley-oops qu'il a claqué. Il est rentré, la Tunisie, parce qu'il est rentré après, ouais. Mais je sais qu'en fait, alors, il y a plusieurs écoles, soit c'était le coup de pas de chance, ou soit c'était un bizutage de la part de ses camarades. Et il avait piqué son maillot. C'est assez drôle. Voilà. Bon, il y avait l'air d'avoir une très bonne ambiance dans l'équipe américaine de toute façon. En général, quand tu gagnes plein de matchs, c'est rare qu'il n'y ait pas une bonne ambiance. L'ambiance se dégrade quand tu perds des matchs. Ouais. Genre comme ça que ça se passe. C'est sûr, donc voilà, ouais, victoire logique, et puis podium logique globalement, avec donc l'Espagne deuxième, la Russie troisième, et l'Argentine qui finit au pied du podium. Avec, justement, on va parler un peu de la Russie. Je sais pas si Raptors est encore là, parce que j'ai entendu un bip.
Si, je suis toujours là. Si tu es encore là, donc parfait. Je voulais parler un peu de la Russie parce que j'étais assez dithyrambique à ce sujet. Donc Alexis Shved qui a fait un tournoi et Énorme, ouais. un match pour la 3e place assez énorme. Il a une verticalité, il a une explosivité, il est rapide sur ses jambes, il prend toujours les bons choix. Et je me demande si c'est pas lui le véritable leader, parce que quand on a vu Kirilenko craquer en demi-finale contre l'Espagne, il a dû finir à 1 sur 12 ou quelque chose comme ça. Ouais, il finit, ouais, exactement, c'est le plus mauvais match. Bon, Kirilenko, il a quand même porté l'équipe pendant la plupart des matchs au premier tour. Hein, Ah non, je suis entièrement d'accord, mais quand on voit, par exemple, pour la finale de la 3e place, là, Kirilenko qui lâche un airball c'était en Garbage Time, il me semble, ou Money Time, je sais plus. Il lâche un airball et Alexis Shved, je crois qu'il pack 23-7-7 le Shved, donc chapeau. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, j'ai hâte de revoir les deux à Minnesota. À mon avis, ça peut être sympa. Ah oui, non, mais complètement. Hein. J'ai vraiment hâte de le voir, démontrer tout son talent à Minnesota. Minnesota qui a vraiment une chouette équipe. Hein. On va en parler plus tard. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà pour le tournoi masculin. Ouais, donc on va en parler juste après, hein, des transferts free agent. Donc peut-être dans un deuxième épisode, on va voir suivant le temps qu'on dure sur les JO. Voilà, exactement. On va passer aux féminines. Alors moi j'avoue que j'ai rien suivi du tout, j'étais en vacances, donc j'ai bien profité des vacances. Les féminines qui sont quand même allées en finale de ce championnat aux Jeux Olympiques, battues par les Américaines, mais on va dire c'était un petit bonus cette finale. C'était logique, hein, tout le monde s'y attendait. Donc finale bonus, mais c'était déjà assez énorme d'atteindre les finales, voilà. avec surtout, Cécile Dumer, il me semble, qui a été élue MVP du tournoi. Donc est-ce que vous avez des choses à dire? Si elle n'a pas été élue, elle aurait dû être élue, mais elle n'a pas été élue. Ok. Parce qu'elle a vraiment été stratosphérique. Et puis l'Australie qui avait perdu, je crois que 4 fois ou 3 fois, qui avait été battue que contre les États-Unis. Que contre les États-Unis, qui était battue par la France. Ouais, et là, cette année, je crois que c'était en overtime, c'est ça, 72-70. Exactement, et la France qui avait fait un superbe match et qui s'est pris un buzzer beater par les Australiennes et ils ont quand même réussi à gagner. Mais de toute façon, l'équipe de France qui a battu toutes les meilleures équipes du monde, dans la Russie 2 fois, peut le faire quand même. La Russie, bref, vraiment, enfin, un parcours fantastique. Ouais, pour revenir sur cette équipe russe, justement, c'est même pas battre. La France a atomisé la Russie par 2 fois. Alors en poule, on s'est dit, bon, les Russes vont se reprendre, c'est un accident de parcours, mais on bat les Russes encore, je crois que seulement de 12 points, mais on fait des écarts à plus 25, quelque chose comme ça. Les Russes reviennent sur la fin, mais juste pour revenir et tirer à 3 points et sauver un peu l'honneur. Mais Dumer a été flamboyante. Exactement. Ou a été contente parce qu'elle a eu une demande en mariage, ce qui n'a pas duré longtemps. Et voilà. non, c'était vraiment une chouette équipe de France. J'ai un peu la finale contre les États-Unis parce que pour moi les dés étaient jetés. Tout le monde disait. Voilà, elles ont tenu pendant quelques minutes, mais l'écart s'est fait petit à petit. Oui, c'était l'euphorie et il y a une telle dimension physique de la part des Américaines et une profondeur de banc. Quand on voit ce qu'ils ont sur le banc, c'est juste faramineux. C'est clair, ouais. À la MVP des finales, l'an dernier, Simone Augustus, qui vient du programme de LSU, qui passe des fois, je sais pas, 10-15 minutes sur le banc, sans réapparaître. Il y a des joueuses, il y a des joueuses magnifiques qui viennent tous de WNBA, qui font quelques pigeons quand la saison est finie pour eux. Donc, en plus, il y a Sue Bird, qui est l'une des meilleures meneuses de jeu, donc il n'y a rien à faire comme ça. Thoracic, Candace Parker, etc. Enfin, voilà, la américaine. Thoracic est pour moi la meilleure joueuse du monde, je pense. Ouais, je pense maintenant, depuis pratiquement 10 ans maintenant, voilà, c'est plus la plus concrète. Il n'y a pas à dire. Bon. Et moi j'ai une question, est-ce que c'est pas plus difficile de battre, toute proportion gardée, hein, est-ce que c'est pas plus difficile de battre l'équipe américaine féminine que l'équipe masculine? Si, bien sûr que si, l'écart, je pense que l'écart est bien plus important au niveau des féminines qu'au niveau des masculins. Les féminines ont encore une marge énorme par rapport au reste du monde. Hein. Même si l'équipe de France avait quand même engagé pas mal de joueurs NBA, comme je crois qu'il y avait LeBron James, meneur remplaçante, il y avait Alain Digbeu, Dwayne Wade, etc. Bah, c'est-à-dire Lawson Wade. Non, en tout cas, l'équipe américaine qui est largement au-dessus, ça c'est stable.
pour la comparaison, en fait, l'équipe masculine américaine, ça se joue beaucoup sur la dimension physique. Je dis pas qu'ils jouent pas bien ensemble, mais c'est beaucoup d'individualisme, de post-up, d'isolation. Ça marche très bien. Ils ont des qualités athlétiques et c'est faramineux, c'est formidable à voir jouer. Mais l'équipe féminine, en fait, on se rend compte qu'ils jouent super bien ensemble. Il y a aussi l'extra passe qui est raté, les 3 points. Il y a une cohésion dans l'équipe énorme. Ça, il y avait une grosse cohésion aussi masculine. Mais ils jouent encore mieux ensemble, j'ai l'impression. Moi, je pense aussi que chez les hommes, la concurrence est quand même plus forte. Il y a quand même des grosses stars étrangères. Nowitzki n'était pas au JO, mais on a des joueurs comme Gasol, Ginobili, Parker et compagnie, qui ont quand même un gros niveau et qui, je pense, qui sont plus proches des Américains. Ah oui, bien sûr. Oui. Je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses hein, sur les JO. On va pas passer plus de temps. En plus, c'est le passé, on va dire. On va peut-être un peu plus s'intéresser. Rendez-vous à Rio, effectivement, donc 2016. Hein. Donc on va s'arrêter ici pour ce premier épisode des Bénévoles. Donc on vous donne rendez-vous pour la suite qui va arriver juste après. Donc sur la Free Agency en NBA. Donc on va parler de tous les trades donc, qui ont eu lieu. Vu que la plupart ont déjà eu lieu, a priori, là les équipes sont déjà toutes faites. Donc on vous dit à tout de suite, toujours avec Mike et Coach Kira et moi pour présenter. À tout de suite tout le monde. À tout de suite.